Section 5 de À travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. À travers les régions de France par Georges-François Renard. Section 5 Gascogne, Navarre, Béarn, Armagnac. Penchée tout entière vers le vaste et profond entonnoir que forme le golfe de Biscaye, sans autre fleuve que l'Adour et la petite Bidassoa, de diplomatique mémoire, pour recueillir les eaux qui descendent des Pyrénées occidentales, s'étend une région qui se décompose à première vue en 4 parties distinctes: la côte, la montagne, les landes et la plaine. Aussi a-t-elle 4 espèces de population. D'abord des pêcheurs, des marins, des baigneurs de plage à la mode, puis des montagnards, des basques surtout, mêlés aux touristes et aux malades qui viennent demander la vigueur à l'air pur et aux eaux thermales. Ensuite, des bergers et des résiniers. Enfin, des paysans et des hobereaux qui cultivent la vigne et l'art de s'enrichir en courant les aventures. Quels assauts le vent et la marée donnent au rivage, incessamment frangé d'écume blanche et bordé de dunes dont le sable étincelle au soleil, si bien qu'il a reçu et mérité le nom de Côte d'Argent. Ses habitants furent, au Moyen Âge, de hardis chasseurs de baleines, alors que les énormes bêtes se risquaient dans les eaux tièdes de notre océan. Ils sont encore de bons écumeurs de la mer. Mais quoi, la célébrité de Bayonne, quoiqu'elle ait produit des artistes comme Bonnat, est toute guerrière, attachée qu'elle est aux baïonnettes, aux glaives façonnés à Bayonne, ainsi que disaient les pseudo-classiques du Premier Empire. Puis Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, Guétary, Osgore, Arcachon, Biarritz ont bien d'autres ressources aujourd'hui que les poissons, les huîtres, les homards. Elles retiennent dans leurs filets ces poissons d'or que sont les riches étrangers. Depuis le milieu du XIXe siècle, qu'il est mis en vogue, elles ont attiré par la douceur de leur climat et gardé prisonniers de leur beauté des empereurs, des rois, des princes de la banque ou de l'art. Ces nouveaux venus ont envahi aussi les étroites vallées où les gaves se démènent et rugissent comme des démons aux yeux glauques et aux bonds désordonnés. Des explorateurs découvrent, aménagent des gouffres et des gorges, comme celle d'Olsarté, qui feront l'émerveillement des curieux. Pau est déjà l'une des capitales de cette société cosmopolite qui plante sa tente là où elle trouve doux hivers, bons hôtels et paysages grandioses. Chaque été, et même à présent dans la saison froide, des caravanes de grimpeurs ou d'amateurs de ski s'acheminent vers les cimes neigeuses qui les appellent, vers le cirque titanesque de Gavarnie où seule la fabuleuse épée de Roland a pu tailler une brèche. Des théories de malades, quand elles ne s'arrêtent pas dans les boues de Dax, vont boire ou se plonger aux sources sulfureuses de Barèges, de Cauterets, de Luchon, de Bagnères de Bigorre. Des convois d'infirmes et de paralytiques, en quête de miracles, montent demander à la Vierge de Lourdes la guérison que leurs ancêtres imploraient d'Esculape. Pays béni de la magie, de la sorcellerie, de la superstition, comme tous ceux où la nature écrase l'homme, où les forces mystérieuses de la terre étonnent, humilient, épouvantent sa faiblesse. Ce fut jadis le chemin où passaient, avec coquilles et bourdons, les pèlerins allant à Saint-Jacques-de-Compostelle. À Roncevaux, on vous montre encore 2 épines de la Sainte Croix, du lait de la Vierge Marie et les sandales de l'archevêque Turpin. Ignace de Loyola et saint François Xavier, les premiers chefs de la Compagnie de Jésus, sont nés dans le voisinage, de l'autre côté de la montagne. Et de ce côté-ci, Belzunce, l'évêque qui fut le héros de la peste de Marseille. Oh, les nuits de terreur, quand hurle la tempête ou que vacillent les Pyrénées. Satan n'est jamais loin. N'est-ce pas lui qui, en plein XVIIe siècle, fut dupé par saint Axular, un saint du cru qui n'avait plus d'ombre, parce qu'ayant promis pour je ne sais quelle faveur de se livrer au malin, qui fut naïf en la circonstance, il trouva moyen de lui faire prendre son apparence pour sa personne même? Voyageurs qui passez par là, ne manquez jamais de jeter une poignée de sel au feu si vous entendez un coq chanter le soir, car c'est le signe que les esprits du mal voltigent dans l'air et courent au sabbat. En 1609, le Parlement de Bordeaux fit opérer dans la contrée une rafle de sorciers. Il y en eut une soixantaine de condamnés et d'exécutés. On rencontra longtemps aussi, en certains recoins, de malheureux réprouvés qu'on appelait des cagots. Lépreux, hérétiques, innocents, on ne sait guère. Mais n'est-il pas étrange que ce nom de cagot, comme ceux de Benet, Benoît ou Béni,
ou de crétin, chrétien, soit resté dans notre langue avec un sens méprisant? Dans cette contrée montagneuse, où la voie ferrée entre Bayonne et Miranda traverse 37 tunnels et ressemble à une flûte percée de trous, un peuple énigmatique subsiste qui vit à cheval sur les Pyrénées. Ce sont les Basques. D'où viennent-ils? Sont-ils les fils du sol, ou les débris d'une race antique, puissante, engloutie dans l'océan avec la légendaire Atlantide? Nul ne saurait le dire avec certitude. Toujours est-il que, au nombre d'environ 200 000 sur le territoire français, ils ont gardé leur langue, le skara, leur physionomie, leurs mœurs, leurs costumes. Quand on les voit dévaler de leur logis haut perché qui porte chacun la date de sa construction et une image sainte dans une niche, quand on les voit marcher, agiles et souples, la veste sur l'épaule, la ceinture rouge sur la culotte courte, le béret bleu sur la tête, aux pieds les espadrilles attachées par deux bandelettes qui se croisent sur la jambe, à la main le bâton de néflier avec sa lanière double qu'un nœud termine, on est au premier abord frappé de leur aspect original et archaïque. Buveurs de cidre, joueurs de quilles et de pelote, de guimbardes et de pastorales sacrées, danseurs de fandango et de machiko, mangeurs de garbures épicées, lanceurs robustes de la barre de fer, chasseurs de palombes depuis qu'il n'y a plus d'ours ni d'isards dans les Pyrénées découronnées de leurs forêts, ils sont encore bons marins, bons éleveurs. Ils sont, avec les montagnards d'Auvergne et des Alpes, à peu près les seuls Français qui émigrent régulièrement à l'étranger. Ils quittent aisément pour les Amériques leurs maigres vallées où la fougère, les bruyères, les ajoncs remplacent trop souvent maïs, vignes et pommiers. Ils vont chercher fortune à Cuba, dans l'Argentine, au Mexique, mais ils en reviennent pour vieillir et mourir au pays. Descendons de ces hauteurs vers la France, on rencontre deux lignes de villes échelonnées sur deux routes qui serpentent à mi-côte et au pied des montagnes. Argelès, Oléron, Mauléon, Saint-Jean sont situés sur la première. Tarbes, Orthez, Pau, Bayonne sur la seconde. Ce furent des forteresses autrefois. Ce ne sont plus que des marchés. Au-delà viennent les Landes, une conquête de l'homme sur le désert. Jadis, des eaux croupissantes qui ne pouvaient arriver à la mer, ni s'infiltrer à travers un sous-sol imperméable. Des étangs peuplés de sangsues, des marais qui forçaient les bergers à cheminer sur de longues échasses. Aujourd'hui, grâce aux travaux de Brémontier, de Chambreland, de Hugues et de leurs élèves, une forêt de 600 000 hectares qui, comme un manteau souple, épouse de ses plis onduleux les creux et les mamelons des dunes voyageuses à jamais fixées. Des pins, et encore des pins, que Théophile Gautier, dans des vers célèbres, comparait aux poètes, parce qu'ils ont tous leur plaie au cœur, et versent leur sève en larmes embaumées. Des ruisseaux qui coulent et vont joindre l'océan, des puits qui peuvent, en cas d'incendie, éteindre les foyers, séparés d'ailleurs par de larges allées de sable appelées des garde-feux. Des buissons de genêts dorés et de bruyères blanches qui égayent la sombre verdure. Une armée de résiniers qui va recueillir dans les pots accrochés au flanc de chaque arbre ce qui va devenir goudron, brai, essence de térébenthine, colophane, un trésor autour duquel se disputent patrons et ouvriers, mais qui fait affluer la richesse en ces parages si longtemps déshérités. Reste après cela le Béarn, l'Armagnac, la Gascogne proprement dite. Un pays où la pluie se change en vin, et le vin en eau-de-vie, où une population besogneuse, brave, ingénieuse, qui ne pêche point par excès de timidité, qui, dit-on, exagère parfois, et qui a volontiers la parole et la conscience facile, fut de tout temps féconde en capitaines et en aventuriers illustres. Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustaches de chat, dents de loup, fendant la canaille qui grogne, ce sont les cadets de Gascogne. À la fin du Moyen Âge, sous le nom d'Armagnac, ils tiennent contre les Bourguignons le parti de la noblesse et du roi de France. Au temps de Louis XII et de François Ier, ils s'appellent Gaston de Foix, Lautrec, et font admirer des Italiens la Furia Francese. Il est des leurs, le cruel et bien-disant Montluc, l'héroïque défenseur de Sienne et le massacreur de Huguenots qu'on surnomme le boucher royaliste. Il appartient à la famille des d'Artagnan Montesquiou et il l'illustre avant Dumas père. Leur vrai roi, ce sera le Béarnais, à qui son grand-père, le jour de sa naissance, frotte les lèvres d'une gousse d'ail et fait avaler un verre de vin de Jurançon. Le vert galant, qui mène gaiement de front l'amour et la guerre,
et qui, avec son pourpoint troué et sa marmite souvent renversée, annexe la France à la Navarre, trouve que Paris vaut bien une messe, change de religion comme d'habit, et fait gaillardement le saut périlleux du protestantisme de sa mère dans le papisme de ses pères et de ses sujets. Cadet de Gascogne encore, ce Gassion qui gagne la bataille de Rocroi, en laisse la gloire à Condé et s'écrie devant des précieuses Mordius, femmes et vaches, ce m'est tout un. Ce duc de Roquelaure, qui fut un homme de guerre et un bouffon également distingué, ce volontaire de 92, qui avant d'être le maréchal Lannes, duc de Montebello, naquit d'un valet d'écurie et fut apprenti teinturier. Ce Bernadotte, fils d'avocat, qui s'en alla fonder une dynastie en Suède. J'en passe et des meilleurs, mais c'en est assez pour affirmer que sans eux il manquerait je ne sais quoi de jovial, de pittoresque, de hardi, de sonore et d'empanaché à l'histoire et à la mentalité de la France. Fin de la section 5.